Bueno, es un gusto presentarle hoy nuestra entrevistada. Es la doctora Véronique Attias de la Universidad Gustave Eiffel, París, Francia. Y vamos a presentar dos de los casos de estudios que estuvimos analizando para un libro que fue publicado el año pasado sobre la profesión docente. Estuvimos realizando unos estudios relativos a cómo se está actualmente reconfigurando la profesión docente en 4 países, respectivamente Francia, Argentina, Brasil y México. La doctora Attias, que es además coordinadora de una red internacional de investigación sobre educación, la red EDRAC, y de una asociación francófona de investigadores en ciencias de la educación, la FIRSE, primero presentará un poco cuáles fueron los objetivos que nos llevaron a comparar la profesión docente en esos 4 países y algunas de las convergencias y diferencias que encontramos durante ese trabajo, y luego responderá brevemente a 2 o 3 preguntas más centradas en el caso francés. La idea es seguir adelante con ese trabajo y por lo menos grabar igualmente lo que yo encontré cuando trabajé sobre México y lo que encontró la doctora Ana Pereira, que desgraciadamente hoy por cuestiones de transporte aéreo no nos puede acompañar, sobre Argentina. Entonces vamos a dejar la palabra a la doctora Attias, que antes que nada va a hacer una pequeña presentación de cuáles fueron nuestros objetivos al querer analizar en profundidad y, en la medida de lo posible, comparar esos casos de estudios. Entonces, Véronique, je te laisse la parole sur un peu quels ont été nos objectifs lorsque nous avions décidé de faire cette recherche, avec d'une certaine façon une analyse en profondeur et l'identification de quelques dimensions comparatives. Merci beaucoup. Alors en effet, tout au long de la construction de cet ouvrage, nous avions une conviction, c'est que cette profession d'enseignant, qui connaît des grandes transformations dans le monde, connaît des transformations qui sont communes, alors que les contextes nationaux sont extrêmement différents, bien évidemment, selon les pays. Et ce que nous avons voulu analyser, c'est comment certains phénomènes internationaux venaient bousculer cette profession, voire la transformer en un métier peut-être assez banal, et qu'elle perdait ses spécificités, ses caractéristiques, en particulier sur la formation des enseignants. Dans les grandes tendances que vous pouviez constater, c'est par exemple l'analyse de la performance du système enseignant ou alors la performance des enseignants eux-mêmes. Mais c'est vrai que cette critique qui était extrêmement forte d'un management public ou d'une gestion publique qui ne produirait pas les effets que l'on escompte pour former les élèves, de cette critique de l'administration publique et de son absence de performance qui était largement exagérée dans de nombreux pays, est née une volonté de vouloir transformer cette profession d'enseignant à partir des critères de performance qui sont des critères qui viennent beaucoup du privé, mais qui sont des critères de performance sur lesquels les enseignants ont été évidemment peu consultés et qui sont communs à l'ensemble des pays. Et donc cette profession, qu'on pouvait analyser comme une profession, alors ça valait peut-être la peine d'abord de se demander ce qu'est une profession, pouvait devenir un métier, et on le voit bien à travers l'histoire des professions. On a eu des professions qui étaient extrêmement renommées et respectées, comme par exemple la profession de comptable, qui a quasiment disparu en tant que telle, qui reste un métier, il reste bien évidemment des comptables, mais comme profession, avec ses formations spécifiques, ses règles spécifiques, etc., a quasiment
disparu, on pouvait se demander si, il n'y avait pas comme ça des professions qui, au fil du temps, par la standardisation, disparaissaient de notre paysage des métiers qui, en tous les cas, servent un enjeu important de société qu'est l'éducation. Bien, creo que es importante tomar en cuenta que en cada uno de nuestros países tenemos un profundo cambio en la profesión acarreado por la demanda de nuevas competencias para la docencia, por la evaluación de los rendimientos y por una serie de cuestiones. Entonces, eso llevó efectivamente a pensar que a lo mejor la profesión docente, aunque las circunstancias de cada uno de los 4 países que tomamos en cuenta han cambiado, está profundamente transformada. Ahora vamos a pasar más bien al caso más específico de lo que ha ocurrido en Francia, considerando que Véronique se encargó de hacer el análisis del país. Entonces, mi primera pregunta a Véronique tiene que ver con los impactos de la masificación en el cambio de la profesión docente. Entonces, Véronique, en quoi la massification a-t-elle entraîné en France un changement dans les mécanismes de professionnalisation et dans l'organisation du métier enseignant? Alors, cette question, elle est intéressante pour différents métiers parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a des liens de cause à effet entre les événements. Il n'y a pas toujours de lien de cause à effet, mais en tous les cas, il y a toujours des événements concomitants qui font qu'on voit qu'à un moment donné, les choses prennent forme dans une certaine direction, voulue ou pas. Il y a une chose qui est importante en France, c'est que la formation des élèves est totalement centralisée quasiment et entre les mains du ministère de l'Éducation nationale et de ses différentes délégations régionales et puis municipales éventuellement. Mais globalement, on est dans un système ultra centralisé. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et donc, la formation des enseignants, dans ce contexte-là, a connu, on va dire, depuis 20 ans, 2 grandes réformes principales. Une première réforme qui a été que les enseignants devaient avoir un diplôme de master pour exercer à l'école primaire et au secondaire, ce qui n'était pas le cas avant, puisque précédemment, c'était plutôt à niveau licence qui était demandé, voire une petite formation faite rapidement. Donc l'idée de l'uniformisation de la formation des enseignants face à une uniformisation des élèves, un objectif d'uniformisation de formation des élèves. Donc cette uniformisation de la formation des enseignants, elle s'est faite aussi par l'intégration des centres de formation dans les universités, ce qui n'était pas le cas précédemment, puisque les centres de formation étaient à l'extérieur des universités. Pourquoi apporter les formations dans les universités? C'est pour avoir que chaque enseignant qui est formé ait au minima un regard un peu réflexif sur sa pratique en classe et sur sa pédagogie et les éléments structurants de son métier. Donc face à cet objectif d'uniformisation de la formation et en même temps que tous les élèves d'une classe d'âge arrivent au baccalauréat, on s'est retrouvé dans un énorme système de standardisation où en fait, ce qui était regardé, c'était la performance globale du système, assez peu la performance des établissements. On n'a quasiment aucun indicateur sur la performance des établissements. On n'a aucun indicateur sur la performance des enseignants. On a peu d'indicateurs sur la performance de la formation. Par contre, on a des indicateurs globaux de performance du système éducatif qui font qu'il y a des éléments qui sont performants et d'autres moins. En tout état de cause, c'est dans ce processus d'uniformisation de la formation des enseignants, ce qui n'a jamais trouvé sa place, c'est les sciences de l'éducation.
C'est-à-dire que comme discipline qui viendrait appuyer une profession, puisque c'est ce qu'on attend d'une profession, c'est développer des connaissances qui soient propres, qui soient légitimes, qui soient reconnues à l'extérieur et qui rendent service à la société. Les sciences de l'éducation en France n'ont pas trouvé leur place en termes de légitimité dans la formation des enseignants, que ce soit dans les concepts développés qui paraissaient toujours un jargon un peu incompréhensible, dans les politiques publiques où on a toujours eu peu de spécialistes ou de chercheurs en sciences de l'éducation qui participent au programme public. Et donc cette massification de l'enseignement s'est faite sous une forme d'un métier qu'il faut en effet apprendre. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus, mais apprendre de manière très standardisée, comme n'importe quel métier. Après tout, ça rend assez commun le métier d'enseignant, commun au sens sans particularité. Ça s'apprend comme on apprend à être comptable ou d'autres métiers de cette nature. Et là-dedans, ce qui est quand même important à voir, c'est qu'aujourd'hui, on a à la fois des sciences de l'éducation qui sont assez faibles en France. Les chercheurs en éducation n'aimeraient pas que je dise ça, mais je suis obligée de le reconnaître. Et on a aussi des syndicats qui sont très faibles en France. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le ministère est le seul à porter les programmes éducatifs et à globalement personne avec qui discuter en face de lui. Parce que ce soit les syndicats d'enseignants, les représentants de parents, les représentants des élèves, certes, ils existent, mais ils n'ont pas une force, ils n'ont pas su développer des connaissances spécifiques à leur domaine qui font qu'ils auraient une légitimité dans le débat qui permettrait qu'ils apportent vraiment quelque chose. Bien, gracias. Creo que es importante darse cuenta de que los juegos de fuerza en los que la profesión docente en cada uno de los países se ha desarrollado en los últimos 20 años son distintos. La doctora Atias acaba de esbozarnos una circunstancia en la cual hay una debilidad de las ciencias de la educación para incidir en la toma de decisión del ministerio, al igual que los sindicatos. Entonces creo que eso es importante y es importante también, sobre todo considerando nuestra circunstancia particular, darse cuenta que lo que se mide también ayuda a ver lo que se conoce o lo disimula. Y Véronique estuvo insistiendo en que en Francia lo que se ha producido son indicadores globales sobre los desempeños de los sistemas educativos, pero muy pocos desempeños sobre lo que hacen, por ejemplo, los docentes. Entonces, ahí tenemos una serie de convergencia que tienen que ver con la aplicación de un mismo dispositivo, el de evaluación, y muchas diferencias que tienen que ver con el contexto histórico en el cual se fraguó la profesión docente. Ahora voy a preguntar una cuestión más específica a Véronique que tiene que ver con la organización socioprofesional de la docencia. En Francia, la docencia es un sistema centralizado. Y entonces quisiera preguntarles, porque quizás sea uno de los cambios o de las diferencias con nuestra situación, en qué medida esa centralización de la gestión de la profesión acarrea o no una posibilidad de responder a necesidades locales. Entonces, on arrive à notre deuxième question, qui est la contractualisation de la gestion des carrières et si celle-ci permet ou non de répondre à des besoins locaux ou bien d'homogénéiser les parcours professionnels des enseignants.
Alors, juste en préambule, avant de répondre à ta question avec plaisir, je crois qu'il faut revenir sur quelques éléments clés et puis des chiffres. On a environ 1 200 000 personnes au ministère de l'Éducation nationale pour environ 13 millions d'élèves en primaire et secondaire. Bon, ce qui est un ratio normal dans l'OCDE. Sur ces 1 200 000, à peu près 900 000 sont en poste. Le reste sont des fonctions support du ministère de l'Éducation nationale. Le ratio n'a rien d'extraordinaire. Ça donne à peu près 20 élèves pour un enseignant. Donc, en moyenne, c'est à peu près couvert. Toutefois, selon les régions, on a des pénuries d'enseignants qui sont très très fortes et un déficit d'attractivité du métier qui est extrêmement important. Tous les ans, au concours national, on manque d'enseignants en mathématiques, en anglais, enfin, dans certaines matières, de manière très forte, et dans certaines régions, de manière très très forte. Donc ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'il y a un tabou en France sur lequel personne ne veut revenir. C'est vraiment un sujet, c'est quasiment un dogme, c'est que chaque classe doit avoir un enseignant. On est le pays de l'OCDE qui, au moment du Covid, a eu le moins de jours de fermeture. Les élèves avaient tous un enseignant devant eux. Alors, on a fermé les moments où il fallait être confiné, bien évidemment, mais en France, ce n'est pas pensable que des parents qui laissent leur enfant à l'école le matin, il n'y ait pas d'enseignants pour les accueillir. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important sur tout le territoire de manière égalitaire. Donc, d'où ces déficits aussi d'enseignants. La question en amont, c'est le manque d'attractivité. Alors, ce manque d'attractivité, comment il est géré au sein du ministère? On a toujours eu des présidents de la République qui avaient une politique qui déclaraient une politique extrêmement volontariste pour attirer des futurs enseignants vers le métier d'enseignant. Que ça soit avec des rhétoriques sur la beauté de la solitude du métier d'enseignant seul dans sa classe face à des élèves ébahis par les connaissances que pouvait donner l'enseignant, ou alors au contraire sur un collectif qui allait emmener un groupe d'élèves vers une éducation à la citoyenneté. Donc on a toujours eu cette volonté et cette rhétorique politique très très forte. La réalité est un tout petit peu plus compliquée. La réalité est compliquée parce que dans les fonctions support, on a beaucoup de personnel administratif et ça on le voit encore. Ce sont des personnes qui sont un peu en fin de carrière aujourd'hui, mais il y en a énormément. Par contre, on en a très très peu sur la partie gestion de carrière. On a un gros déficit de personnel sur la gestion de carrière. En moyenne, un enseignant du secondaire est évalué par un inspecteur une fois tous les 10 à 15 ans, par exemple. La formation des enseignants tout au long de la vie est quelque chose qui est très récent en France, qui se développe énormément. La jeune génération se forme énormément en fonction de ses besoins, mais ça a 2 ans. Donc c'est vraiment extrêmement récent. Donc c'est vrai que ce métier d'enseignant n'attire pas suffisamment. Il y a une réforme en cours. Il y a eu énormément de réformes. On n'a pas tellement le temps de capitaliser sur les réformes existantes. C'est vrai que c'était un métier plutôt individuel, c'est-à-dire que chaque enseignant portait sa classe. Aujourd'hui, on voit chez les jeunes enseignants de plus en plus de projets collectifs qui sont portés, de transversalité aussi qui est portée, avec dans les collèges des transversalités sur différentes disciplines, par exemple, qui sont portées. Donc, c'est un métier qui est en transformation, mais qui, du point de vue de la gestion administrative, qui reste extrêmement centralisée au niveau des régions, pour faire simple, ne propose rien quasiment en termes de carrière. C'est-à-dire que la carrière des enseignants reste un serpent de mer extrêmement important en France, qui fait qu'on a 2 problèmes importants en termes de personnel.
C'est l'attractivité, où il n'y en a pas assez, si on veut continuer à pouvoir mettre un enseignant dans chaque classe. Et 2, on commence depuis 1 an ou 2 à avoir des départs au bout de 10 ou 15 ans du métier d'enseignant pour aller vers d'autres métiers. Phénomène qu'on ne connaissait pas du tout parce que l'aspect très protecteur du contrat de fonctionnaire attirait assez pour que les enseignants restent. En parallèle de ça, pour pouvoir remplir les quotas, il a été recruté des contractuels qui sont peu formés, sur lesquels on a peu de retours. Ils se racontent énormément de choses, mais globalement, ils sont très peu formés, on a peu de retours, et on est toujours dans cette logique un peu, je dirais, en exagérant, de gardiennage, c'est-à-dire de mettre quelqu'un devant des jeunes pour être sûr qu'ils ne soient pas dehors, ou, etc. Donc, des gens qui sont quand même extrêmement peu formés, qui sont recrutés vite, localement, par les chefs d'établissement, et qui posent des vraies questions de compétences nécessaires à ce métier. Bueno, en Francia, la organización misma de la profesión académica y docente es muy centralizada. Pero el hecho de que esté centralizada no implica forzosamente que todas las actividades de la carrera docentes estén igualmente conocidas y documentadas. Hay en particular un bloque que no se conoce bien, que es el desarrollo de la carrera docente en muchos espacios del sistema educativo. En ese sentido, no hay forzosamente ni una respuesta a las necesidades locales en cada barrio, municipio, tipo de territorio, ni una gran atractividad, punto sobre el cual vamos a regresar en la siguiente pregunta, de la profesión docente. ¿Cuáles son los grandes cambios pese a esta inercia del sistema de gestión de la carrera docente? Es por una parte un reclutamiento importante de un sector sobre el cual se conoce poco, que es el de los profesores por horas o no titulares. Y por la otra, un resurgimiento de la movilidad en la medida en que, pese a las ventajas de la carrera docente en cuanto a protección del empleo, mucha gente se va y deja su profesión para ejercer en otros espacios de la vida productiva. Entonces, con esas dos cuestiones y cambios de fondo, se produce un cambio en la configuración de la profesión docente, sobre el cual voy a hacer la última pregunta de esa grabación a Véronique Quisson, que tiene que ver con la atractividad actual de la profession docente, non? Donc, ce que tu viens de dire, Véronique, m'amène à te poser une troisième question, qui a à voir avec les changements dans l'attractivité du métier enseignant en France. Alors, les changements dans l'attractivité du métier d'enseignant, ils sont à la fois à l'entrée du métier, c'est-à-dire comment rentrer dans la formation déjà dans un premier temps, puis ensuite comment rentrer dans le métier et puis y rester. Donc il y a une grande réforme en France qui pour l'instant est en point d'interrogation, mais qui avait été quasiment approuvée par tous, qui était une formation d'enseignant qui démarrait directement après le lycée, avec une licence qui était dédiée à la formation d'enseignants, puis après un master dédié à la formation d'enseignants où les futurs enseignants étaient payés. Donc il y avait quand même un côté financier qui était pas négligeable. Et donc l'idée d'avoir une formation d'enseignants sur 5 ans, en allant vraiment prendre des jeunes qui soient des jeunes qui aient envie de faire ce métier. Ça, c'était un premier point. Le deuxième point sur l'attractivité, il y a l'aspect quantitatif, mais il y a aussi l'aspect qualitatif.
c'est-à-dire d'aller prendre des jeunes qui ont eu des bons résultats dans leur formation. Ça, c'est une question qui se pose vraiment en France, où en effet, dans certaines formations, elles sont très bien remplies en termes quantitatifs, mais quand on regarde le niveau des étudiants à l'entrée, il est relativement faible par rapport à d'autres formations qui arrivent à attirer des bons étudiants. Alors, loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut que des bons étudiants, c'est pas du tout mon propos, mais au moins qu'on arrive à avoir un panel d'étudiants qui ont du potentiel et des étudiants qui se sont déjà révélés. Donc ça, c'est un élément qui est important sur la formation des enseignants. Le deuxième point, c'est le développement de collectifs. Alors en France, ça a été extrêmement important parce que je vous rappelle qu'il y a quand même eu 2 enseignants à peu de temps d'intervalle qui ont été égorgés dans des conditions abominables suite à des rumeurs concernant des questions propres à la laïcité, qui est un thème très important en France. Et donc c'est vrai qu'il y avait besoin de développer des collectifs, non pas pour ces questions-là, mais simplement vu que ce sont les représentants quand même des valeurs de la société française, de l'État français. Il y avait besoin que les enseignants se sentent soutenus, solidaires, dans des difficultés bien plus mineures que celle-ci, mais qui a été quand même un traumatisme, et se sentent soutenus dans leurs activités et puis aussi dans leurs interrogations, tout simplement. Donc ça, le développement de collectif est un élément qui est extrêmement important. L'autre élément vers lequel nous allons, mais alors très 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 doucement, c'est la responsabilité des chefs d'établissement. C'est un peu un sujet compliqué en France. Pour l'instant, les chefs d'établissement évaluent pour partie les performances des enseignants, mais ça n'a quasiment pas de valeur dans leur dossier. Donc, c'est très décorable. Enfin, ça permet de discuter d'un certain nombre de points, mais pas plus. Par contre, il y a un travail qui est fait pour que, pareil, les chefs d'établissement soutiennent les enseignants, en particulier les jeunes enseignants, dans les 10 premières années de leur vie professionnelle, quand ils ont des difficultés normales en classe, comme dans tout métier, on va avoir des difficultés dans les premières années de sa vie professionnelle, pour pas qu'ils se sentent isolés et abandonnés, ou alors que la seule réponse soit formation, ce qui est très bien aussi, ils ont des formations et c'est très bien, mais que aussi la communauté éducative puisse prendre en charge et accompagner l'enseignant dans ses difficultés, sachant que ça, c'est un chemin qui est long pour la France, parce qu'on était plutôt sur un métier très individualiste. Et donc, on a une tradition collective à construire et sur lesquelles le chef d'établissement pourra prendre tout son poids. Par exemple, depuis quelques années, le chef d'établissement doit construire un projet pour l'établissement tous les ans, dans lequel il va mettre en avant un certain nombre de points. Ça peut être l'écologie, ça peut être toute autre chose. Et donc ça, ce sont des éléments qui font que, collectivement, l'enseignant va peut-être sentir que, à la fois dans sa formation et dans les premières années, il sera accompagné dans les difficultés normales de la vie d'un enseignant et qui sont liées à l'apprentissage de son métier, et aussi il se sentira inséré dans une profession et pas juste en train de réaliser des tâches qu'on lui demande d'accomplir auprès des enfants et des jeunes. Bueno, la atractividad de la profesión docente está actualmente objeto de muchas reflexiones por varias razones. Una de ellas es, por ejemplo, que los jóvenes no están tan atraídos actualmente por la docencia, pero también por el hecho de que que los especialistas se han dado cuenta que no forzosamente son los mejores estudiantes los que se dirigen a la docencia. Aunque eso no sea una necesidad imprescindible, sí sería necesario que hubiese por lo menos un abanico de competencias abiertas para quienes aspiran a ser los futuros docentes. Ahora, pues Francia ha intentado responder a algunas cosas para aumentar la atractividad.
Uno de ellos ha sido la creación de colectivos docentes que puedan apoyar a los estudiantes y a los jóvenes profesores en la resolución de problemáticas que encuentran cuando se encuentran, por ejemplo, en el aula. Entonces tenemos una exploración actualmente de respuestas porque además, y eso es un caso muy particular en Francia, pero ha habido varios traumas vinculados con el asesinato de docentes por cuestiones que tienen que ver con un valor fundamental en el sistema educativo francés, que es el de la laicidad, ¿no? Entonces, estamos actualmente efectivamente en un momento de reconfiguración en el cual se está examinando también el papel desempeñado por otros actores cuya actividad tiene que ver con el desempeño de los docentes, como pueden ser los directores de las escuelas, que tienen que elaborar no solo una opinión sobre el desempeño de sus profesores, que no tienen mayores incidencias en la carrera, sino también un proyecto de desarrollo institucional, que es el espacio primario en el cual los docentes llegan a actuar. Entonces, considerando esto, sí es muy probable que haya cambios a futuro en lo que llamamos la atractividad de la profesión. Bueno, pues Véronique, on te remercie de tes réponses. Est-ce que tu veux avoir quelques minutes de plus pour faire une conclusion? C'est moi qui vous remercie pour votre accueil et pour l'intérêt que vous avez porté à cet ouvrage que nous avons eu énormément de plaisir à réaliser. Donc ça, je tenais à le mentionner. Oui, avec grand plaisir. La profession d'enseignant est en pleine transformation en France. Il y a eu des réformes très structurantes qui sont portées en ce moment. On ne peut que regretter qu'on n'ait pas le temps, avec ces successions de réformes, d'analyser, de se poser sur les effets des réformes. C'est-à-dire que les choses vont très vite et les réformes se succèdent. On espère que la prochaine portera ses fruits. Et c'est vrai que la profession d'enseignant en France a ceci de très paradoxal, c'est que la majorité des Français considèrent qu'il n'y a pas vraiment de profession d'enseignant. Tout à chacun peut faire professeur d'école, etc. Enfin, les sciences de l'éducation ne sont pas reconnues comme une discipline à part entière. Et en parallèle de ça, parce que les Français sont tout le temps très paradoxaux, tous les Français, quasiment 90%, adorent l'enseignant de leur enfant, qui trouvent absolument extraordinaire, fabuleux, adorent l'école de leur enfant, etc. Donc il y a cette espèce de paradoxe dans lequel on navigue, où le système n'est pas aimé, mais par contre les enseignants de proximité, du moment qu'on les connaît, sont extrêmement appréciés. Donc ça ouvre la porte vers un avenir plutôt encourageant, où la profession aura peut-être, pour peu qu'elle sache se défendre et constituer un socle de connaissances solide, et qu'elle sache le communiquer, aura peut-être encore quelques belles années devant elle. Bueno, terminó la doctora Attias señalando 2 o 3 paradojas. Una de ellas es que hay una sucesión de reformas que impide ver claramente cuáles son sus resultados. Como se suceden muy rápidamente, antes de que uno vea los resultados, llega otra. Otro de los temas es, como ya lo mencionó anteriormente, la dificultad de los especialistas en ciencias de la educación en hacer oír
sus recomendaciones, sus voces, sus conocimientos, tanto ante las autoridades educativas como ante los padres de familia. Es decir, en Francia todo el mundo se cree especialista en educación y opina al respecto, ¿no? Con o sin razón. Y el tercer punto es una paradoja que en la mayoría de los casos la sociedad francesa es muy crítica respecto de los desempeños del sistema educativo como un todo, pero adoran a la escuela de sus hijos y a sus profesores siempre y cuando los conozcan directamente. Entonces ahí hay a la vez una crítica general y un afecto particular, ¿no? Entonces Véronique dice que uno de las cuestiones pendientes actualmente es justamente lograr legitimar socioprofesionalmente la investigación educativa. Y que si eso se logra hacer, si se pausa más el ritmo de las continuas reformas a la educación, es quizás posible que la profesión docente tenga todavía por delante un futuro promisorio. Gracias. Merci beaucoup.